Denis Mukwege, merci d'être avec nous. Ce prix Sakharov, c'est loin d'être la première distinction que vous recevez. Beaucoup d'autres l'ont précédé. Mais à quoi est-ce qu'ils servent ces prix, ces médailles, quand, comme vous, on est confronté quotidiennement à ce que l'homme peut faire de pire? En fait, je pense que ces prix va nous aider surtout à apporter une certaine visibilité sur le drame, la tragédie des femmes congolaises. Ici, c'est quand même un prix du Parlement européen. Je crois qu'il est très très important. Nous avons besoin de cette solidarité des États européens pour combattre un mal qu'on a vu venir au Congo. Mais aujourd'hui, le viol avec violence sur les femmes en période de conflit a tendance à se généraliser. Il est utilisé pour terroriser. Les victimes que nous recevons, ce sont des femmes qui ont été violées, souvent en public, devant leurs maris, devant leurs enfants, mais après ces viols qui est collectif par plusieurs personnes à la fois, ça se fait suivre par des tortures qui portent sur l'appareil génital. Et les femmes qui viennent nous voir, c'est puisqu'en fait, elles ont des blessures graves au niveau de l'appareil génital. Malheureusement, au Congo, nous avons dans sa partie orientale, il y a beaucoup de groupes armés qui viennent du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda. Et à ces groupes armés s'associent également de jeunes qu'on appelle des Maï-Maï, qui sont des groupes armés locaux, mais qui subissent tous un lavage des cerveaux pour détruire. Et en fait, ils détruisent les communautés pour les faire partir de leurs terres et occuper ces terres et les exploiter. Parce qu'il y a des richesses naturelles sur ces parcelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces richesses et quel est le lien avec le drame des femmes du Kivu? En fait, cette partie du Congo est très riche en minerais stratégiques, et spécialement le coltan, le cassitérite. En fait, ces bandes armées, lorsqu'ils occupent les territoires, ils deviennent propriétaires non seulement du sol, mais du sous-sol qu'ils exploitent à leur gré. Et je peux dire que cette façon de détruire en fait la femme, s'attaquer à l'appareil génital de la femme et le faire de façon spectaculaire en public devant tout le monde, c'est une façon de terroriser les communautés. Et l'autorité de l'État dans tout ça? Il y a quand même l'armée qui est sur place, il y a une force des Nations Unies qui compte plus de 20 000 hommes. J'ai toujours pensé que les Nations Unies peuvent aider à construire la paix, mais il sera très très difficile de mettre un soldat des Nations Unies derrière chaque femme ou chaque bébé, puisque ces viols concernent même les bébés. Et donc je crois qu'aujourd'hui, l'absence d'un État de droit, le fait que l'État ne se déploie pas sur le terrain pour protéger la population civile, fait que ces bandes armées continuent à agir et détruire notre ressource la plus importante, c'est-à-dire la femme. Mais est-ce que les auteurs de ces agressions sont jugés? Est-ce qu'ils sont poursuivis? Est-ce qu'il y a une justice au Kivu? Malheureusement, je dois dire qu'il y a une impunité totale. Et là, je crois que lorsqu'il y a l'impunité, ça mène à dire que les gens peuvent continuer à faire des atrocités comme ça sur les femmes et les enfants. Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Lorsqu'on parle des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, on ne peut pas continuer à dire des chiffres comme ça sans pouvoir amorcer un processus qui permet à ce que la vérité soit connue et que la justice soit faite. Vous avez vous-même été victime d'une tentative d'assassinat, c'était il y a 2 ans chez vous. Suite à ça, vous vous êtes exilé en Belgique, mais au bout de 2 mois, vous avez décidé de rentrer. Il s'est passé quelque chose. Et si vous permettez, peut-être je peux vous dire, alors que j'étais déjà ici, les femmes congolaises se sont mobilisées. Elles ont d'abord commencé par écrire à toutes les autorités. Depuis le secrétaire général des Nations Unies, le président de la République, ils ont intéressé toutes les autorités en demandant à ce que je puisse retourner et que si ils ne peuvent pas assurer ma sécurité, elles vont
elle-même assurer ma sécurité, mais elles veulent absolument que je retourne au Congo. Jusque-là, je m'étais dit, bon, ben, ça, c'est peut-être l'émotion. Mais un mois après, quand elles ont vu qu'il n'y avait pas de réaction, ces femmes ont commencé à s'organiser et chaque semaine, elles venaient avec des produits de les récoltes. Elles venaient avec ça comme pour démontrer, elles vendaient et le produit de vente était donc remis à l'hôpital pour qu'ils payent mon billet retour. Et là, j'étais très touché parce que je m'étais dit, mais c'est quelle force! Ce sont des femmes qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et donc, j'ai pris la décision de retourner. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous fait garder le sourire? Je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre auprès de ces femmes, puisque je crois que le sens de l'humanité, elles maîtrisent ça. Et moi, ça me donne un sourire, puisque je me dis, mais finalement, il y a quand même de l'espoir avec des femmes qui ont cette capacité d'aimer, de se tourner vers les autres, de faire pour les autres malgré leur souffrance. Et elles gardent toujours cette capacité de dire « je peux faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ». Denis Mukwege, prix Sakharov 2014, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Je vous en prie, madame. Merci.